Bonjour, mesdames et messieurs. Hier, 25 août, c'était la journée nationale de la solidarité. La célébration officielle a lieu à Mayo, dans le département de Soubré. La ministre Maria Tokone annonce la redynamisation du fonds de solidarité. Que retenir de ce fonds? Qui en sont les bénéficiaires et à quoi servira-t-il exactement, concrètement? On en parle avec Gabriel Zani. Rien que pour 2017, plus de 1000 familles sinistrées ont été recensées lors des pluies diluviennes à Abidjan et dans des localités de l'intérieur du pays. Ces sinistres et bien d'autres situations dramatiques accroissent le nombre de personnes dans le besoin. C'est le cas notamment des habitants de Kpakossou et Pont-Brimé, dans les sous-préfectures de Divo et de San Pedro. Ces villageois ont été délogés par des inondations d'une rare violence. Ici, là, c'est chez la couturière. Ici, c'est un maquis, là, c'est un bas. Voilà chez moi, chez ma grande soeur, chez mon grand-père. Donc, quand la maison est cassée, je voulais sauver les enfants. J'ai pris la petite fille pour aller déposer là-bas. En mon retour, je ne vois plus les enfants. Il y a au moins 3 à 4 jours qu'on ne peut pas aller à San Pedro et on ne peut pas aller aussi à Abidjan. Donc, on est au milieu. Vraiment, on a un problème même de manger. Les nourritures qui étaient dans la boutique sont finies. Il n'y a pas de riz, donc on ne peut pas aller au champ. On est au milieu du village. Face à ces cas d'urgence, une réponse s'impose. Le gouvernement opte pour la redynamisation du Fonds national de la solidarité. Le Fonds national de la solidarité, c'est un fonds qui en principe existe depuis 1999, mais qui n'était pas opérationnel. En tout cas, pas en matière de solidarité. Et donc, quand le président de la République a créé le ministère à l'époque de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, nous avons fait la demande d'opérationnalisation, de réactivation, de redynamisation de cette structure. Et donc, depuis 2016, le Fonds national de solidarité existe effectivement. Le Fonds national de la solidarité ne répond pas seulement aux interventions d'urgence. Il sera mis aussi au profit des catégories sociales à faible revenu, des agglomérations dépourvues du minimum d'infrastructures de base. Il y a d'abord les personnes indigentes. Ce sont des personnes qui, selon des critères de classement au niveau international, ont moins de 500 francs par jour. Les personnes qui sont victimes de terrorisme, comme on en a vécu à Grand Bassam. Les personnes qui sont victimes d'accidents collectifs, on peut prendre l'engagement de construire une petite école par-ci, une maternelle par-là, un petit centre de santé ici, pour des individus, mais également au niveau communautaire pour des groupes. Le fonds sera renfloué par des dons de bonne volonté des institutions nationales et internationales et aussi par les contributions du budget de l'État. Pour 2017, ce sont 1,5 milliard de francs CFA que le gouvernement met à disposition. Une enveloppe que les Ivoiriens espèrent voir utilisée à bon escient. Je pense que c'est une bonne initiative pourvu que ça serve vraiment à la population. Mais le souci, c'est au niveau de la gestion. Est-ce que les fonds seront bien gérés? Est-ce que ceux qui seront à la tête de cette gestion-là, est-ce qu'ils ne vont pas se servir ou bien les nécessiter? Pour la ministre de la Solidarité, les dispositions sont prises pour garantir la transparence de la gestion du fonds. Nous contrôlons, il y a des banques ou des structures de microfinance avec qui nous allons travailler, où nous travaillons, qui suivent le déroulement, qui suivent le processus. Donc il y a un contrôle qui est tel qu'on ne peut pas s'asseoir à la maison et puis bénéficier de ce fonds-là. C'est le fonds de la solidarité, c'est pour aider les indigents. Quand on n'est pas indigent, on ne peut pas bénéficier de cela. Et une fois qu'on répond aux critères, on fait un tri des activités. Est-ce que c'est des activités ponctuelles ou des activités durables? Il y a une question de gouvernance qui est que l'argent de l'État doit aller aux personnes qui en ont effectivement besoin. La place de la fraude sera quasi inexistante, assure la ministre. Les populations également ont leur rôle à jouer dans la réussite de cette action. Tout un chacun doit pouvoir bénéficier de quelque chose, surtout du soutien de l'État. Toutefois, il faudrait que cela soit fait dans l'équité, des normes bien établies, qui est dans la précarité, afin que cette initiative puisse avoir l'adhésion de toute la population. Renforcer la cohésion sociale, c'est le but premier du fonds destiné à financer les différentes interventions. Il a été créé en 1999 et cette année 2017, le fonds sera mis en selle à la faveur de la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité.
Ils sont au nombre de 198, ces réfugiés ivoiriens au Mali qui viennent de rentrer en Côte d'Ivoire après 6 années d'exil. C'est un rapatriement volontaire organisé par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Guy Verman. À Noumabo, Marcory, 22 h. Dans un coin de ruelle, des véhicules de transport en commun sont stationnés. Des passagers, hommes, femmes et enfants, descendent de ces véhicules. La route a été longue. Les passagers de ces véhicules, ce sont 198 Ivoiriens qui avaient choisi le chemin de l'exil au Mali voisin suite à la crise post-électorale. Le voyage fut long et fatigant. Les mots sont absents. On était heureux de rentrer. Comme on a duré sans voyager là, ça nous a un peu fatigué. Moi, je suis fatigué vraiment. Tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me reposer. Vraiment, je suis heureux. Plus de 900 km, c'est pas facile. Hein. Bon, on est bien arrivé. Dieu merci, tout le monde va bien. Après plusieurs années passées loin de leur pays, ils ont fait le choix du retour en terre natale. Selon des chiffres mis à disposition par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur une population d'exilés ivoiriens au Mali estimée à 1000 individus, 609 ont déjà effectué leur retour au pays. Pour ce contingent, 198 regagnent la Côte d'Ivoire, une opération de rapatriement volontaire conduite par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, le Sahara. Accueillis au poste frontalier ivoiro-malien de Pogo, puis enregistrés à Korogo, ils ont mis le cap sur Abidjan pour l'escale d'une nuit au centre de transit d'Assab Sud à Noumabo. Les hommes là, vous allez être sur le hall. Hein? On a un hall là-bas, on va mettre les hommes là-bas. Dans les chambres, on va mettre les femmes. On fait venir des matelas tout à l'heure. Il y a des matelas ici. Donc dites à vos frères, tous les hommes là-bas, sur le hall. Heureux de retrouver leur pays, c'est une nouvelle vie qui commence pour toutes ces familles après les difficiles chemins de l'exil. Et depuis quelques jours, le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État a décidé de se faire une idée du fonctionnement, la réalité des structures sous tutelle de son département. Après les services des douanes ivoiriennes, Moussa Sanogo s'est rendu jeudi à la Direction générale des impôts, une visite au cours de laquelle il a invité la DGI à élargir l'assiette fiscale et à améliorer le niveau de recouvrement. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. Au terme des échanges avec la Direction générale des impôts, le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État appelle les agents à faire preuve de labeur, de dévouement et de transparence dans le recouvrement des ressources. Les grands axes de la politique, c'est d'aller plus loin dans l'informatisation que vous avez déjà commencé. Je pense qu'à la matière, nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de marge en termes d'intégration, d'interconnexion de l'ensemble des systèmes informatiques. Avec cette numérisation, la priorité est donc d'élargir l'assiette fiscale et d'optimiser le rendement de ce secteur vital pour les caisses de l'État. Face aux enjeux, l'administration des impôts s'est dit déterminée à jouer pleinement le jeu. Il s'agit non seulement de renflouer les caisses publiques, mais surtout de garder son rang de première pourvoyeuse de ressources financières au budget national. Pour atteindre ces objectifs, quelques obstacles tout de même à lever. Il s'agit notamment des procédures de passation de marché. Il y a un arrêté portant procédure concurrentielle simplifiée dont l'application alourdit la gestion de notre budget et impacte négativement l'exécution de nos missions. Il y a également la procédure d'exécution des dépenses financées sur la taxe spéciale d'équipement qui constitue pour nous un réel souci. Notre vœu, c'est de voir revenir la taxe d'équipement à la maison. Aux problèmes soulevés par la Direction générale des impôts, le gouvernement s'engage à apporter des solutions appropriées. À fin décembre 2017, ce sont 1 994 milliards de francs CFA qui sont attendus de cette régie financière. Venons-en maintenant au renforcement des capacités de 50 soldats ivoiriens. Une formation qui porte sur les opérations de maintien de la paix pour approfondir leurs connaissances. Le but est de mieux les armer pour les prochaines missions de paix. Le stage a été organisé conjointement par le Mali et la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo.
Ce stage sur les connaissances fondamentales sur les opérations de maintien de la paix a regroupé 50 militaires ivoiriens. Pendant une semaine, ils se sont attelés à connaître le fonctionnement des opérations de maintien de la paix et leurs principes, l'établissement et l'opérationnalisation des mandats, l'évolution des opérations de soutien à la paix, la protection des droits des femmes et des enfants, les mécanismes de collaboration avec les partenaires et le respect de la diversité. La formation a été dispensée par des encadreurs et instructeurs de l'école de maintien de la paix de Bamako, Alioune Blondy Bey. Vous êtes aujourd'hui familier au fonctionnement des Nations Unies et à des opérations de maintien de la paix. Ces connaissances vous ouvriront, sans nul doute, de nouvelles perspectives dans votre carrière et dans la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités. Le stage de ces 50 militaires et gendarmes ivoiriens a été entièrement financé par la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes convaincus que cette coopération plurinationale entre l'Allemagne, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays du continent, ainsi que les échanges culturels qu'elle félicite, sont la clé pour garantir une sous-région stable et un développement durable. Les stagiaires sont maintenant aguerris pour aller en opération extérieure car ces cours sont des modules des Nations Unies pour la formation obligatoire préalable au déploiement. Impartialité, non-usage de la force, sauf en légitime défense. Voici les principes fondamentaux pour les opérations de maintien de la paix. Chers stagiaires, vous avez un souffle nouveau. Porteur de fierté, nous plaçons en vous un espoir très fort. Notre pays est résolument engagé dans la résolution des conflits, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées. C'est dire tout l'intérêt que la hiérarchie accorde au renforcement des capacités humaines de notre outil de défense. L'école de maintien de la paix Alioune Blondy Bey du Mali a pour mission de renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines dans l'exercice de recherche de la paix, de prévention et de gestion durable des conflits. Un mot de religion dans ce journal. La direction l'Arabie Saoudite où les pèlerins ivoiriens poursuivent le Hajj. Après les sites historiques de Médine liés à la vie du prophète de l'islam, les pèlerins ivoiriens sont allés à la découverte des sites prophétiques de la Mecque. Reportage connu par Kassoro, notre envoyé spécial sur place. La montagne Assaouro a constitué la première étape de cette visite. Montagne qui a servi de refuge pendant 3 jours au prophète de l'islam et à ses compagnons parce que persécutés et menacés de mort par des mécréants. Ensuite, cap a été mis sur le mont Arafat, lieu de rencontre entre Adam et Ève après qu'ils aient été chassés du paradis. Leur péché, avoir consommé le fruit interdit. Avant-dernière étape, Moudalifa et Mina, des sites consacrés à la prière, aux louanges, aux bénédictions et à la lapidation des stèles représentant Satan. La montagne Jabal Nour, la montagne de la lumière où le prophète Mohammed a reçu la première révélation du Tout-Puissant à travers l'ange Gabriel, dernière étape de la Zéra à la Mecque. On est venu pour que les pèlerins sachent le parcours que le prophète de l'islam a fait durant son séjour à la Mecque pour que ça nous renforce en foi. Les pèlerins, eux, n'ont pas boudé leur plaisir. Ils se disent fiers d'avoir découvert ces différents sites prophétiques. Depuis que je suis arrivée à la Mecque, je suis tellement émerveillée. Je serai toujours dans le droit chemin pour venir visiter ce site. Car il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Il faut le vivre pour croire en Allah. Je suis très heureuse de voir cette montagne. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serai là. L'occasion aussi pour les guides religieux d'exhorter l'ensemble des pèlerins à multiplier prières, adorations et invocations en vue de bénéficier des mérites du pèlerinage. L'actualité internationale en bref et en images. Tout d'abord, en Angola, le MPLA, le parti du président sortant José Eduardo dos Santos, va conserver le pouvoir après sa victoire aux élections générales. Le parti au pouvoir a obtenu plus de 64% des voix selon les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale électorale. Des scores que l'opposition rejette. L'UNITA et un autre parti de l'opposition dénoncent des fraudes et permettent de publier leurs propres résultats.
En Sierra Leone, 11 jours après les inondations qui ont frappé Freetown, la capitale, et dans lesquelles ont péri des centaines de victimes, les secouristes continuent les recherches. Plus de 800 personnes sont toujours portées disparues selon le gouvernement sierra-léonais. Quotidiennement, les sauveteurs retrouvent des corps ensevelis sous leurs habitations effondrées ou emportés par des coulées de boue. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne journée sur RTI.